On a fait la semaine dernière le même style de réunion avec nos commerçants. Ils étaient nombreux et il y avait vraiment des besoins d'information. Et c'est pour cela que nous avons souhaité vous faire cette réunion publique, vous la proposer pour que vous puissiez avoir les réponses à vos questions, pour que vous puissiez savoir pourquoi on fait telle et telle chose. Et puis aussi une chose, c'est que nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Les visios, c'est bien. Les vœux du maire par visio, c'est une chose, mais l'idéal quand même, c'est de se voir en présentiel comme aujourd'hui. Donc un grand merci à vous tous de votre présence. Je sais que certains d'entre vous ont sacrifié des parties de boules émérites et assidus, et ils sont là. Je les remercie aussi très, très sincèrement. On va avancer, le but étant aujourd'hui de vous présenter l'ensemble des réalisations que nous sommes en train de faire, surtout de vous donner nos objectifs qui sont ni plus ni moins de faire en sorte que la station puisse perdurer encore une trentaine d'années comme nous le souhaitons tous, avec une économie qui soit intéressante pour l'hiver comme en été. On a aujourd'hui une garantie de neige de culture qui, comme vous le savez, dans les études qui ont été réalisées, montre qu'on peut assumer une trentaine d'années avec la neige de culture sur l'hiver, qu'il est nécessaire bien sûr de se projeter vers l'été. On n'a pas de vue, et on le voit encore cette année, sur l'avenir de notre station en termes de domaine skiable enneigé. On sait simplement aujourd'hui que les retenues collinaires que l'on a réalisées par le passé sont des atouts considérables pour nos alpages, ni plus ni moins. Aujourd'hui, vous allez sur le plateau d'Amparis, il n'y a pas à côté de chez nous, vous avez des retenues qui en fait sont sous forme de bâches qui déjà, depuis un certain nombre d'années, permettent aux alpages en été eh bien, de retenir l'eau au printemps. C'est ni plus ni moins que ce que l'on fait, nous, quand on fait une retenue collinaire. Et c'est pour ça que j'y reviendrai progressivement dans le PowerPoint. Le CV de l'Alpe, on va passer très vite. Je ne vais pas vous faire perdre trop de temps. De toute façon, Guillaume est en train de le filmer. Vous l'aurez. Et les personnes qui voudront derrière, au niveau de Télé-Alpes d'Huez, revisionner l'ensemble de ce PowerPoint pourront le faire facilement. C'est ni plus ni moins qu'un clin d'œil sur ce qu'est aujourd'hui la station, la carte d'identité de la station et surtout le fait que l'on se tourne non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'hiver, mais une bonne partie aussi sur l'été, parce que c'est important pour nous de montrer ce qu'est l'été en station. Vous aurez tout ça, vous avez le détail, vous le connaissez, on va essayer de passer assez rapidement. L'important, c'est le constat. Le constat que nous sommes faits il y a maintenant une dizaine d'années, c'était qu'il nous fallait assurer la pérennité de l'économie de la station. Je vous disais 30 ans, vous verrez pourquoi. Bien entendu, lorsque Pierre et Vacances s'est construit dans les années 90, personne ne pouvait penser à la longévité des lits commerciaux. Aujourd'hui, vous le savez, sur les deux Pierre et Vacances, il y a encore plus de 30 ans après des lits qui sont encore en location. Donc l'outil et la pérennité de l'outil, bien sûr, dépendent de plein de paramètres qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui. Mais ce qui était important pour nous, c'est de remonter et retrouver le nombre de lits commerciaux que nous avions dans les années 95. C'était d'assurer aussi un besoin de logement permanent qui est croissant depuis un certain nombre d'années. C'était d'assumer aussi, vous le savez comme tout le monde, aujourd'hui on a une obligation, les collectifs, le public, encore plus que le privé, c'est de faire en sorte d'assumer une performance énergétique intéressante qui nous permet qui nous oblige à isoler tous nos bâtiments. Soutenir le milieu associatif, c'est important, même si on le voit chaque année.
Nos bénévoles sont souvent des personnes qui sont atteintes d'un certain âge et on aimerait renouveler un peu plus le soutien aux associations par une jeunesse qui quelquefois se préoccupe pas trop de l'avenir. Et c'est à nous progressivement dans les associations de tendre la main aux jeunes. Et puis bien sûr tout ça en protégeant et en préservant notre environnement, parce que la différence avec ceux qui habitent en ville, c'est que nous vivons ici de la montagne, de la nature, et que c'est important pour nous de la préserver. Un clin d'œil qui est important parce que ça n'a pas toujours été le cas. La commune, l'Office du tourisme, la SATA, François est ici, Fabrice, la SATA est en vacances, Antoine est là. Les 3 entités de la station travaillent main dans la main, de concert, avec une volonté vraiment d'atteindre des objectifs communs que l'on s'est fixés ensemble. Une petite historique des constructions pour l'Alpe, ça vous montre bien où on en est et quels sont nos problèmes. Nous avons, depuis les années 91, pratiquement rien réalisé, depuis 91 jusqu'en 2018. Je ne dis pas qu'il faut aujourd'hui rattraper le temps perdu à la course, mais pratiquement parce que la loi qui nous imposera dans l'avenir de ne plus construire du tout sur la nature, la loi climat et résilience, est bien là, tout le monde en parle. Vous le voyez, c'est valable pour les villes comme pour la montagne. Dans l'avenir, il faudra simplement utiliser les dents creuses. Et on sait très bien que l'impossibilité de construire va nous arriver en montagne encore plus qu'en plaine. Et que progressivement, eh bien, nous avons besoin aujourd'hui de colmater nos brèches et d'assurer nos faiblesses. La faiblesse aujourd'hui pour la station, c'est le manque de lits touristiques pour les années à venir. 13 000 lits touristiques, fin des années 90. La station n'en comptait plus que 9 000. On était même descendu à 7 500. Là, on est en train de remonter aujourd'hui aux alentours d'à peu près 10 000. Et notre objectif, c'est bien de remonter aux 13 000 lits que nous avions dans les années 90-95. Le nombre de lits global de la station, qui était 36 000, est descendu de 10 000. Pourquoi ? Eh bien parce que dans des appartements où il y avait 6 personnes qui venaient en vacances, eh bien aujourd'hui, il n'y en a plus que 4, quelquefois 3. Et c'est vrai que progressivement, ce nombre de lits a baissé. Et aujourd'hui, on est à 26 500 lits. Notre objectif à terme sera de remonter aux alentours des 31 32 000 en fonction un peu de ce qui pourra être réalisé et de ce que vous avez aujourd'hui en visio et en 3D sur le site internet. À noter aussi que, bien sûr, il devient difficile de s'installer à l'année, ça l'était déjà par le passé, ça l'est encore plus maintenant, puisque les coûts et les appartements, vous le savez, la plupart d'entre vous sont propriétaires ici, les prix des appartements ont doublé en 10 ans, ce qui fait qu'un jeune qui veut s'installer, bien aujourd'hui, il a du mal. Et franchement, il peut se tourner vers Bourdoisan, c'est compliqué aussi, puisque si nous, on a fermé 3 classes, Bourdoisan en a fermé aussi. Et Bourdoisan n'a pas un nombre croissant d'élèves. La seule école qui, dans l'Oisan, arrive à maintenir ses effectifs, c'est l'école d'Almont. Les autres sont toutes en baisse, malheureusement, ce qui veut dire que la plupart des habitants, des jeunes, s'orientent vers la ville. Et puis, ce qui manquait aussi, c'est un nombre de logements pour les saisonniers. Le Club Med n'avait pas d'obligation par le passé depuis le PLU de 2015 qui a été cassé en 2017, mais malgré tout ce PLU en 2015 est toujours d'actualité pour ce qui est d'imposer du logement pour les saisonniers dans les bâtiments touristiques, et ce qui fait qu'au Club Med, par exemple, lorsqu'ils ont rénové le club, on a pu leur imposer 2 choses, des places de parking couverts souterrains, donc voitures, et des logements pour les saisonniers, 375 chambres saisonniers. Toute la partie nord est orientée vers l'accueil des saisonniers. C'est ce qui est obligatoire au Daria, c'est ce qui est obligatoire dans toutes les constructions que l'on réalise aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'on a signé avec l'État une convention visant à équilibrer le nombre de besoins de logements saisonniers pour l'avenir. Intéressant pour vous, pendant des années, à la commune, on a pensé qu'il était important d'écrire aux propriétaires pour leur dire de louer leur appartement. Eh bien, le constat, il est très clair. Aujourd'hui, ce n'est plus la peine
nos lits de propriétaires, vos lits pour la plupart, sont tous occupés et très très bien occupés, au moins quasiment comme une agence immobilière, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas la peine qu'on sollicite les propriétaires pour louer davantage. Les appartements sont loués, les lits sont occupés, en été comme en hiver. Et puis on a une chose aussi que personne n'a en France, c'est qu'avec le système d'action au niveau de la SATA et la politique commerciale de la SATA, on a aujourd'hui 8200 forfaits saison qui assument une pérennité de présence de l'ensemble des propriétaires sur la station. D'ailleurs, c'est très très clair, on l'a vu pendant le Covid, où la plupart des lits des propriétaires étaient présents pendant la période Covid et ont assuré pour un certain nombre de commerçants, bien sûr pas pour la SATA, mais un certain nombre de commerçants, eh bien, une économie qui était très très intéressante pour une période difficile qui était la période Covid. C'est le tableau que vous avez dans le PLU, que l'on a arrêté en 2017, qui a en fait, pas en 2017, en 2020, pardon, qui est aujourd'hui l'objectif que je vous disais tout à l'heure, c'était de remonter aux alentours de 32 000 lits. Alors, c'est comme tout, quand on se projette, par exemple, au départ, on s'était projeté pour avoir ce nombre de lits touristiques qui était important, qui est ici marqué de 14 000, 13 782. Quand on se projette sur un PLU, on se projette sur une durée de 15 ans. Donc, on avait prévu, par exemple, des lits touristiques sur l'éclose ouest. Il se trouve qu'un certain nombre d'hôtels ont pu être rénovés et être avec un objectif de lits commerciaux. Je pense au CIM, je pense à la Belle Aurore, je pense à l'Escapade, je pense à l'Ermitage, pas l'Ermitage, le Refuge, pardon. Ces 4 hôtels-là, au départ, on les avait prévus pour partir en lit dit tiède, et finalement, ce sont des investisseurs avec lesquels on a pu travailler, on a pu obliger un lit commercial sur une durée de 30 ans. Et du coup, ça nous a permis, par exemple, de supprimer les lits commerciaux qui étaient sur les clauses et de ne se concentrer que sur du lit permanent. On y reviendra un peu plus tard. Mais pour tout ça, pour vous dire que ceci est un objectif qui, bien sûr, peut évoluer en fonction, on le voit bien, des années qui passent. On ne maîtrise pas toujours les rénovations des bâtiments que l'on a. Là, on a tout, les lits des hôtels, les résidences de tourisme, la fin des baux pour certaines résidences de tourisme, et puis les lits tièdes et les lits dits froids. Je vous disais tout à l'heure que finalement, on n'en a quasiment pas. Ils sont tous très bien occupés. Un petit clin d'œil sur l'économie. Quand on vend un forfait de ski sur un lit touristique, à l'année, la recette pour la SATA est de 1 850 €. Ce qu'il faut simplement vous dire, c'est que quand on vend un forfait à l'année, dans une résidence de tourisme ou dans un lit chaud, eh bien, les personnes qui viennent en vacances tout au long de l'hiver et de l'été consomment dans la station 7 fois plus que le prix. Donc vous multipliez 1 850 € par 7 fois, c'est pas arithmétique et non plus, mais par contre ça vous donne une idée de ce que dépense une personne en vacances avec un lit commercial. Le développement, on l'a organisé vers la pérennité des lits commerciaux. Quand on dit très longue durée, c'est au moins 30 ans. Je vous disais tout à l'heure, j'ai cité 4 hôtels. Mais il y en a d'autres, comme le Daria, comme les Grandes Rousses, comme le Club Med, avec qui on a signé des conventions loi montagne. Qu'est-ce que c'est une convention loi montagne? C'est une obligation de louer les appartements, qu'ils soient à un seul propriétaire comme Duval, sur le côté sud du Palais, qui va être ouvert cette année, ou dans une résidence de tourisme avec des appartements de propriétaires. On signe avec chaque propriétaire une convention loi montagne qui nous permet d'assumer les 30 ans de lits commerciaux, et c'est une obligation qui suit tous les actes notariés. L'esthétique des grands projets, ça va bien sûr ensemble. Vous avez vu qu'on travaille sur l'esthétique globalement de la ville, c'est valable pour les grands projets. Combler les dents creuses, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire
et nous avons pratiquement utilisé toutes les dents creuses qui étaient possibles. Et puis élargir la saison estivale, c'est commencer début juin, ce que nous avons fait encore cette année. On a un peu plus de mal en septembre, mais au mois de juin, maintenant, on tourne quand même sur une période d'environ presque 3 mois. On va passer vite parce que je ne vais pas vous les lister tous, c'est toutes les constructions qui sont en cours actuellement. Il y a automatiquement des désagréments. Quand vous êtes propriétaire d'un immeuble, quand votre immeuble a été construit, il a créé des désagréments aux voisins qui étaient derrière, il a créé des désagréments à celui qui était à côté. Alors quelquefois on maîtrise l'objectif, on maîtrise le planning d'un bâtiment, d'une construction. D'autres fois, on ne maîtrise pas parce que les recours peuvent faire que, par exemple, les chalets du Golfe à l'Altiport, pour ne citer que cet exemple, eh bien, les coteaux de l'Altiport, l'Altiport qui est ici, vous voyez, le début prévu était en 2017 et en fait, les travaux démarrent en 2023. Parce qu'il y avait un permis d'aménager qui a été obtenu en 2017. Le PLU, les rebondissements de notre PLU font qu'ils n'ont pu obtenir des permis de construire que l'année dernière pour des débuts de travaux cette année, qui tombent en même temps que Phoenix, le premier Priams qui est à côté du Club Med, qui est sur un terrain communal, et puis par exemple les chalets du Golfe, donc Éric Cornet, qui sont juste en dessous. 3 chantiers qui autour du Club Med démarrent. Attention, je précise, c'est pas parce qu'il y a 3 chantiers que le Club Med n'ouvre pas cet été, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est un problème plutôt de personnel et d'embauche. Vous avez ici tout ce qui est listé, vous pouvez le regarder, parce que sinon on va y passer trop de temps, mais ce sont tous les dossiers que vous voyez régulièrement lorsque vous circulez dans la station, avec le plus important qui était le télécabine depuis UEZ. Les grands projets de la commune, c'est important pour nous qu'on ressorte quels sont les plus gros projets à venir, qui ne se feront certainement pas dans les 2 ou 3 ans à venir, mais qui se feront par la suite, parce que c'est un projet qui date pour le projet des bergers de 2013-2014. Donc vous voyez, on passe beaucoup de temps quelquefois sur des projets. Le projet des bergers, qu'on va voir en avançant un petit peu, c'est uniquement 2000 lits touristiques qui seront construits devant le centre commercial des bergers, avec une rénovation du centre commercial que l'on discute aujourd'hui avec les propriétaires et les locataires du centre commercial, avec dans l'idée de refaire bien sûr ce centre commercial qui nous semble ne plus être en correspondance avec la nouvelle clientèle que l'on a un peu plus aisée aujourd'hui, avec des parkings souterrains. Globalement, vous verrez après, c'est 1200 places de parking que l'on souhaite faire pour arriver à assumer le stationnement des voitures. Des liaisons douces et vertes, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, le télécabine aujourd'hui qui déjà part du Vieil-Alpes pour arriver au Berger est une première étape. La deuxième est en cours, d'Huez jusque dans le Vieil-Alpes. Et puis, on est en train de travailler avec la mairie de Bourdoisan et de la Garde pour aller jusqu'à Bourdoisan. Voilà la disposition. Au tout départ, la commune a vendu le terrain qui était devant le centre commercial à la société Vinci pour y faire des constructions. Aujourd'hui, le centre commercial a été associé à la démarche. On ne sait pas du tout comment demain la configuration de l'espace sera faite. On est en train de réfléchir avec les commerçants, les locataires, les propriétaires, pour faire en sorte peut-être d'organiser un petit peu différemment ce centre avec un espace plus front de neige un peu plus sympa et puis peut-être des petites circulations dans un espèce de petit village qui pourrait être sympa au départ des bergers, où il se fera d'ailleurs, là où c'est marqué Marmotte 1, vous verrez juste à côté aussi un autre télésiège qui sera le télésiège du Loup Blanc. Les clauses ouest, autant les bergers, c'était uniquement destiné à de l'habitat commercial, autant là, comme je vous disais tout à l'heure, on a carrément supprimé les lits touristiques qui étaient prévus initialement
pour affecter les 9000 m² de surface de plancher qui sont dans ce secteur situé à droite du télécabine de l'US Express, donc qui part de l'Alpe Express, pardon, qui part du Vieil Alpe et qui dessert le Vieil Alpe pour aller à l'Éclose, dans un espace ici contre le rocher, avec des hauteurs limitées à R+1 plus combe pour les plus hauts, avec uniquement un objectif d'habitat permanent. On a pu travailler avec les 70 propriétaires qui étaient propriétaires de l'ex-association foncière urbaine de ce secteur pour arriver à s'organiser pour ouvrir à l'urbanisation de l'habitat permanent, un peu de logements sociaux, parce qu'à chaque fois, eh bien, comme on le fait là d'ailleurs au virage 2, vous l'avez peut-être vu en passant, c'est ce qu'on appelle maintenant tout ce qui est social, BRS, bail réel solidaire. C'est une façon de permettre à une personne qui est en dessous des quotas sociaux d'acquérir un bien et de rentrer dans du logement permanent pour y habiter avec un objectif, c'est de rester en habitat permanent. On n'accepte pas, bien sûr, la personne qui va rester 6 mois. Si elle veut revendre au bout de 6 mois, 1 an, elle le peut, mais il faut qu'elle le revende à quelqu'un qui a un objectif d'habitat permanent, comme c'est prévu au départ. Et puis quelques logements saisonniers, parce qu'on a beaucoup de demandes aujourd'hui de saisonniers, avec un bémol quand même sur les logements saisonniers. On se rend compte que l'idéal, c'est quand même d'avoir les saisonniers au cœur du bâtiment. Au cœur du bâtiment touristique. Mettre un bâtiment spécifique saisonnier dans un décor en dehors d'autres constructions est finalement pas un bon plan parce qu'on s'aperçoit que derrière, eh bien, il n'y a plus d'obligation, il y a la fête tout l'hiver et c'est pas du tout ce que l'on souhaite pour des saisonniers et on l'a subi pour quelques bâtiments dans l'Alpe encore cet hiver. Voilà l'espace, voilà la configuration que pourrait avoir, pour l'instant il y a un permis d'aménager qui est déposé. On en est sur ce petit secteur que vous voyez en face de vous. Vous voyez l'école en haut à droite, et bien le secteur qui est derrière le télécabine, où vous voyez les simulations de construction sur des toits orientés face plutôt à l'ouest. Dans l'ensemble, nous avons l'obligation de refaire tous nos bâtiments et d'isoler tous nos bâtiments. Ça commence par ici. Le palais des sports, la piscine, la patinoire, la commune, on a déjà refait une partie, l'office du tourisme, on a fait un accès handicapé aussi, mais la rénovation du palais est primordiale dans le sens où on a besoin d'isoler, on a besoin d'éviter de faire des économies d'énergie, bien entendu. Et puis en même temps, bien, on a besoin de refaire le palais des sports au goût du jour. C'est-à-dire que l'année dernière, on a fait une salle polyvalente en bas qui a pu servir pour Tomorrowland, vous l'avez vu, qui est une salle qui est positionnée, qui est terminée, hein, vous la voyez en haut à droite. Eh bien, l'idée, c'est d'accompagner cet espace que vous voyez là, l'espace qui est situé juste à côté. Eh bien, là, c'est l'espace des tennis, qui donc le sol va être refait cet automne. Et puis, c'est d'accompagner maintenant, dans un espace où vous voyez les traits rouges, eh bien, de finir cette réhabilitation de l'espace nord, hein, on est bien d'accord que ce côté-là, c'est le nord, le sud est là-bas, eh bien, de rénovation, d'isolation, à la fois de la toiture, de la salle polyvalente et puis de l'esthétique du bâtiment pour faire en sorte qu'il soit convenable comme toute la partie qui restait. J'en profite juste pour vous dire qu'au sud ici, on a un espace qu'on appelle le Foirail, qui est un espace qui se situe entre Duval, la résidence de tourisme, et le Palais des Sports, qui est un espace qui fait 7000 m². C'est un espace que l'on souhaite conserver en tant qu'espace vert, en tant qu'espace multi, non pas pour mettre des voitures, on ne veut pas, peut-être le jour du Tour de France exceptionnellement et encore. C'est vraiment un travail que l'on veut avoir sur ce côté sud du palais pour avoir quelque chose de sympa. Et puis à la place de la piscine, eh bien, qui est ici, on a prévu, lorsque la piscine de l'avenue des Jeux sera rénovée, donc c'est pas demain, mais de placer un pôle culturel dans cet espace. Voilà ce que ça pourrait donner entre les deux entrées, donc un espace qui habillerait l'espace qui est juste au nord,
quand vous arrivez au palais, et qui aujourd'hui est un no man's land avec un espace qui est d'un niveau inférieur et qui ne sert pas à grand-chose. L'île aux loisirs, c'est un projet qui est en train de se terminer avec un peu de retard, parce que vous l'avez vu, pour ceux qui font du skate, on a beaucoup d'amateurs qui nous ont demandé quand il fallait venir à l'Alpe d'Huez. On leur a dit à partir de mi-juillet, et puis en fait ça sera vers le 10 août où le skatepark, le Pump Track et tout cet espace sera complètement aménagé avec un espace de stockage qui est en cours, avec le chalet du golf qui a été refait, et un espace vraiment de loisirs qui sera réservé aux loisirs et quasiment interdit aux voitures dans l'avenir. C'est notre façon de s'orienter aussi vers l'été et vers une prestation qui, en fait, à partir de là, va jusqu'au Palais des Sports avec un espace de jeu organisé par des privés, avec aussi des espaces en sable pour pouvoir faire d'autres activités derrière les bergers. En fait, un espace continu entre l'île aux loisirs et puis le devant de l'école où on a fait un city stade il y a maintenant 2 ans. Voilà, ce sera la partie qui sera terminée donc la semaine prochaine. Pas les travaux ici, hein, le skatepark et le pump track il est là devant. Il paraît qu'il sera très bien. S'il y a des amateurs, allez-y, je vous laisse facilement ma place. Ici, un dernier mot pour vous parler des dameuses qui sont aujourd'hui stockées pour la SATA juste à côté, dans les garages SATA, à côté des garages mairie. Notre objectif, c'est de les déplacer, et de les déplacer, vous allez le voir où, côté de l'Altiport, dans un endroit où on veut minimiser l'impact pour les propriétaires des chalets, avec qui, bien sûr, on discute en ce moment. Les dameuses ne pourront plus à terme sortir de cet espace. Et puis on est en plein centre-ville, l'idée c'est de décentraliser un peu dans un espace à l'Altiport où on pourra cacher davantage de voitures et faire en sorte d'avoir quelque chose de tout à fait au goût du jour, de bien isolé. Voilà le projet. Ce que vous voyez à gauche, ce sont les garages des dameuses, ici, qui seront garés là-dessous, sous cette route. La route ici que vous voyez là, où Antoine met la main, c'est le départ de la route de Sarenne, qui sera en été donc couverte, qui permettra aux poids lourds, malgré tout, de passer sur la petite route à droite. Mais la route de Sarenne sera là où il y a la main, avec des espaces verts de ce côté pour agrémenter toute cette partie visible depuis les chalets. Et puis la partie centre technique municipal est plus au milieu, tout en conservant bien sûr les chalets du SAF qui sont aujourd'hui existants. On a fait en sorte que les dameuses puissent sortir uniquement de l'autre côté, piste de l'Altiport. Voilà d'autres vues un peu du CTM, du centre technique municipal, avec des parkings en dessous et pas mal de choses. SATA, donc là, c'est quand on est du côté de l'Altiport, en haut de la piste de décollage. Et puis en bas, c'est vu comme si vous étiez au-dessus du restaurant qui va être donc rénové à partir de l'année prochaine. Alpe d'Huez 2040, je pense que vous l'avez tous vu, sauf si vous souhaitez qu'on aille sur un détail particulier. On a mis depuis 1 an et demi, 2 ans, sur le site de la commune, pour être tout à fait transparent, tous les projets, toute la commune modélisée et tous les projets modélisés en 3D. Vous avez pour 80% des projets des vues en 3D lorsque vous cliquez dessus, et là on est en train de le réformer encore pour que vous puissiez aller directement sur le numéro. Vous cliquez sur 8 par exemple, c'est les anciens garages de la SATA qui sont juste en dessous du lac des Bergers. Vous aurez la vue en 3D, donc du projet qui se veut être un hôtel et de résidence de tourisme à la place de nos garages. Chaque projet, mais je pense que vous l'avez tous vu, puisque c'est quelque chose qui existe depuis maintenant 1 an et demi, à part les bergers où on repart à zéro sur la feuille de route, donc du 6 et du 7, qui est le 6, c'est le centre commercial des bergers, et le 7, le projet Vinci, qu'on est en train de revoir.
J'en profite juste pour vous montrer en bas, ce que vous voyez en bas à gauche, c'est le départ de l'US Express, la gare intermédiaire technique qui n'est pas une gare vers la Patte d'Oie, qui n'est pas une gare qui pourra permettre aux skieurs ou aux piétons de monter dans la benne. On l'a supprimé cette gare. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que partir de Beaudoisan et venir jusqu'au Berger, c'était déjà suffisamment long pour supprimer un maximum de gares. Là, par contre, il y a un virage. Il y a une possibilité un jour de faire une gare, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, puisque de toute façon, côté des Sannes, on est obligé d'aller rechercher les personnes qui habitent dans ce secteur, puisqu'on ne saura pas faire. Je reviendrai sur le 17 après. On ne saura pas faire pour aller les chercher en télécabine. Donc on descendra avec une navette et la navette, elle ira tourner en principe toutes les heures vers le parking de la Patte d'Oie. J'en profite pour dire le 17. Tout à l'heure, je vous parlais d'habitat permanent. Le 17 ici, l'échappée, c'est un terrain qui, au poste, était déjà affecté dans le domaine social saisonnier, mais permanent. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des possibilités pour des personnes qui sont dans les quotas sociaux d'acquérir un logement, sous réserve, comme je vous disais tout à l'heure, d'une pérennisation de lits permanents. Il y a aussi une possibilité d'acquérir un logement pour des gens qui rentrent et qui s'engagent à habiter ici de façon permanente pour au moins 30 ans, à des tarifs qui sont très intéressants, pas loin de la moitié du prix de ce que peut être vendu le bien à une autre personne. Le reste, vous connaissez tous les projets. À chaque fois qu'on a un projet, on le modélise. On essaie d'être le plus transparent possible. Dès qu'on a les vues en 3D, on va rajouter certaines vues encore que l'on n'avait pas jusqu'à présent, au fur et à mesure que les architectes nous les donnent. L'idée est de vous dire, voilà ce qu'en 2040, comment l'Alpe sera fait. 2040, 2050, 2060, il n'y aura pas de différence, il n'y aura plus de construction. Donc ce qu'on fait aujourd'hui ici, il faut vraiment qu'en termes de lits chauds, ce soit pérenne, et en termes de lits permanents, qu'il y en ait le maximum possible. Le plan pluriannuel d'investissement, vous avez, au-delà de tous les projets que l'on a listés avant, un besoin d'esthétique. Vous avez vu tout ce qu'on essaie de faire. Beaucoup me disent souvent, nous disent souvent aux élus, les espaces verts c'est super. Bon, tout ça, effectivement, il faut le mettre dans un canevas global. Vous avez derrière vous, à côté de nous, là, dans le côté sud, la route du 93 qui est en cours de rénovation. Elle ne sera pas finie cette année, puisqu'il y a encore un petit projet qui fait partie de Duval qui sera terrassé cette année. Mais l'année prochaine, elle sera terminée avec le cheminement piéton, des lampadaires à LED, des circulations de voitures apaisées et limitées, des espaces verts, des containers semi-enterrés. Et ça, c'est ce qu'on fait sur toutes les rues de la station. On a prévu cette année le 93, mais on a prévu aussi la réfection de l'avenue de l'Éclose. On a prévu de travailler sur la route de la Poste. On a prévu de travailler sur la route d'Huez. On a prévu de travailler sur le centre équestre. Vous voyez, là, c'était dans le PPI de départ. Aujourd'hui, on est en train d'exploser un peu le budget, mais on est en train de faire un super centre équestre qu'on vous mettra d'ailleurs en 3D. À partir de la semaine prochaine, vous pourrez le visionner parce qu'on tient à avoir un beau centre équestre. Donc tout ça, ce sont des travaux qui sont programmés, qui sont dans les tuyaux, avec souvent les difficultés d'études. La signalétique, c'est pour cette année. L'éclairage public, c'est sur du long terme. Les rénovations de parking, on en a déjà fait un au Riffnel. On est en train de refaire celui du Coulet. Et puis progressivement, on va attaquer celui du Hez, qui a aujourd'hui été mobilisé en partie pour la télécabine. Et ainsi de suite. Et progressivement, on avance sur une rénovation globale de toute la station. Un point important, les stationnements publics. On a aujourd'hui 1100 places de stationnement. Toutes les places de stationnement, quasiment les 900, sont réservées et affectées. On a une liste de 260 personnes qui aujourd'hui attendent des places, à qui on n'a pas donné forcément de place, parce qu'on s'est dit que si on leur donnait une place, on n'avait plus du tout de place pour le client qui vient à la semaine.
C'est pour ça que quand vous allez, ceux qui vont à MGM, ben aujourd'hui vous allez dans le parking MGM, il est marqué complet, alors qu'en fait il est à moitié vide, parce qu'il est loué à l'année. C'est un peu notre problème. On essaie de regarder un peu comment faire. Cette année, on récupère 319 places de Duval. C'est le premier parking qui sera terminé. On va commencer à travailler sur Vinci. On ne sait pas si on va le faire devant les bergers ou sous le terrain de foot. On a une réflexion un peu dans les deux cas. L'avenue des Jeux, on est en train de travailler piscine, patinoire et parking. C'est compliqué parce que le Sporting ne nous appartient pas. Dans le Vieil Alpes, on a un projet. Dans les Passons, on a un projet. Au total, si on arrive demain à concrétiser tous nos projets, on aura doublé le nombre de places de parking et on pense que c'est le minimum nécessaire pour pouvoir assurer le stationnement des voitures sur l'Alpe. Alors, on va me dire, pourquoi faire des parkings souterrains sur l'Alpe alors qu'on est en train de faire une télécabine à partir de Bourg? Ben parce qu'on s'est aperçu cette année, avec l'Odol Express sur Almont et sur Auze, que ce n'est pas parce que l'Odol Express a été mis en service cette année, avec à peu près 450 places de parking prévues au départ. En fait, ils avaient 650 voitures en permanence. Ça n'a pas empêché à Auze d'être débordé de voitures. Alors, c'était l'année Covid. C'était une année exceptionnelle, on est d'accord. Ça ne le sera certainement pas l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de places parce qu'on a du retard en places souterraines sur l'Alpe, ce qui n'empêche pas de travailler sur les places, bien sûr, pour le client à la journée, qui va, lui, arriver sur Bourg et à qui on va demander de se positionner à Bourg, de laisser sa voiture à Bourg. Et là, l'économie, elle n'est pas financière, parce qu'on ne va pas vendre un forfait de ski plus cher à Bourg qu'à Huez, qu'à l'Alpe. Mais par contre, on va faire en sorte d'économiser en gaz à effet de serre, quelque chose qui est super intéressant. Et puis, on travaille avec la métro sur une voie qui permettrait d'arriver en TGV directement Paris-Grenoble, Grenoble-Visil ou Bourdoisan, avec une voie réservée aux bus pour aller beaucoup plus vite, pour justement venir attraper notre télécabine. C'est long, c'est des projets qui sont à très très long terme. Mais voilà notre objectif en termes de lits qui est affiché depuis déjà 5 ou 6 ans d'ailleurs, vous avez dû déjà le voir. Un mot sur la SATA, Fabrice et Anthony ne sont pas là, mais du coup on peut en parler très rapidement. Aujourd'hui, on a fait un certain nombre de travaux qui ont été réalisés. Je parle bien dans le cadre de la DSP d'Huez, je ne parle pas dans le cadre des autres DSP, puisque des délégations de services publics, c'est-à-dire des conventions entre la SATA et des mairies, on en a aujourd'hui quasiment 8, et on va en avoir peut-être d'autres dans l'avenir. Mais chaque commune, Huez, Le Fresnay, La Garde, a sa propre délégation de services publics avec son équilibre financier. Nous, on a fait à une époque déjà le secteur du Signal de la Grande Sûre. L'enneigement artificiel, on en fait régulièrement de façon à pouvoir être compétent et à pouvoir faire de la neige sur tout le domaine en un laps de temps limité. On n'est plus comme avant, on faisait une piste et puis après une autre et puis après une autre. Non, là, on est en capacité de faire de la neige sur tout le domaine. Et puis le télécabine de Paganon, donc ce qui a été réalisé. Aujourd'hui, c'est le télécabine vers Huez qui est en cours, la tranche d'Huez donc jusqu'aux Vieilles Alpes. Les modifications du télémix des Marmottes a été fait sur cette délégation de service public-là, le Chalvet aussi, et puis on a tout un travail sur les débutants qui a été réalisé aussi l'année dernière. Dans l'avenir, on aura encore un travail à faire sur les débutants sur le côté du Rifnel. Alors c'est vrai qu'on est un peu embêtés tous, c'est qu'aujourd'hui on ne trouve pas de système pour remonter vers le haut de la station. Tous nos lits sont vers les bergers. Toutes les télécabines arrivent au berger par la force des choses, parce que le télécentre, il a un débit limité. On ne saurait pas refaire un télécentre plus rapide et plus vertueux. On n'aurait pas plus la possibilité de le placer parce qu'on n'a plus les distances entre les bâtiments vers les Grandes Rousses. Donc on cherche, mais on ne trouve pas et on est très embêté. C'est pour ça qu'on est plutôt en train de travailler sur un secteur où on essaierait de faire remonter les personnes vers le haut de la station à ski ou peut-être en navette. Télémix du Loup-Blanc, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la prochaine télésiège qui sera fait au départ des bergers. Télémix, parce que maintenant on fait pratiquement que des télémix, vous savez comment ça se passe.
L'adduction d'eau, ce n'est pas de la neige artificielle pour être distribuée sur le domaine skiable, c'est de l'adduction d'eau. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va chercher de l'eau là où on a des droits d'eau. Et on a des droits d'eau avec EDF. Donc le dossier qu'on a en cours aujourd'hui, c'est d'aller chercher de l'eau sur le barrage du Chambon avec des droits d'eau qui appartiennent à EDF et qui nous permettent, nous, de conserver toute l'eau du lac Blanc, mais on en a à profusion, on a cette chance que d'autres n'ont pas, c'est d'avoir beaucoup de réserves d'eau. Piste de la mine, on va la travailler dès cette année, avec un objectif donc de changer le télésiège du Lièvre pour le faire monter au sommet du Clocher de Macles et de travailler sur la piste donc de la Combe Charbonnière. Et puis, un peu plus tard, la rénovation complète du DMC. On va le garder, le DMC, mais par contre, on va relooker les bennes, on va le changer, on va le remettre au goût du jour. Et puis, tout ce qui est enneigement dit artificiel en bas, eh c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec vous. Non pas des retenues collinaires, mais des possibilités d'avoir un domaine skiable qui puisse être alimenté beaucoup plus en neige de culture. Il va falloir qu'on pense à aller jusqu'au Pic Blanc. Il va falloir qu'on pense pour réaménager la piste du tunnel. Ce sont des pistes qu'il faudra qu'on essaie de remettre au goût du jour. Et la note prévisionnelle sur les travaux programmés au niveau de la SATA est de 122 millions d'euros. On ne parle pas des deux Alpes, on ne parle pas du reste, c'est vraiment un objet. On y viendra peut-être un peu après. Un mot sur les liaisons. On n'a pas juste la liaison Bourdoisan-Alpe d'Huez. On travaille 6 liaisons dans l'Oisans. 6 liaisons, ça part de Vaujany qui veut faire une télécabine depuis le Vernet jusqu'à Vaujany. Les deux Alpes qui ont déjà une remontée mécanique à modifier, qui part de Venos qui va aux deux Alpes. Auze avec l'Odol qui arrive à Auze, mais aujourd'hui qui a besoin d'être connecté à un petit ascenseur qui permettra aux gens, lorsqu'ils arrivent de l'Odol Express, de redescendre à la station d'Auze. On a notre liaison Bourdoisan-Huez, et puis on a la liaison entre l'Alpe et les deux Alpes, qui est primordiale, qui fait partie des 6. Je dirais presque qui est la seule qu'on sait vraiment financer, avec un forfait de ski, avec le client. Le reste, on ne sait pas faire. C'est à nous de trouver les subventions. Par contre, en termes de gaz à effet de serre, je le disais tout à l'heure, c'est le plus rentable et c'est le plus intéressant. L'Huez Express, on en a parlé, on va passer rapidement. C'est juste pour vous donner donc, le tracé définitif, vous l'avez compris, hein, qui vient se connecter. Là, vous avez déjà vu les pylônes. À la Patte d'Oie, il y aura donc un parking d'à peu près 200 places de voitures et des places de bus, puisque le but, c'est de mettre les bus ici et non plus dans la station, comme ça a été le cas, de les supprimer de l'Altiport, supprimer de l'Éclose, supprimer du Palais des Sports. Bourg, à l'heure d'aujourd'hui, on est en train de tracer la ligne directe, on va dire, directe ou pas, mais en fait le départ est vers la gare de Bourdoisan, la gare routière, juste derrière là où il y a les bus actuellement des VFD. Et puis l'arrivée pour nous viendrait se connecter avec l'Huez Express qu'on est en train de réaliser sur nos garages. On est en train de tracer une ligne droite qui devrait nous permettre en ligne droite de réaliser ce transport. C'est malgré tout 37 millions d'euros. Je vais peut-être laisser la parole 2 minutes à François, parler un peu d'événements, changer un peu, changer de voix. Ça va être posé comme ça. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, il y a un truc dont je suis sûr. Je sais pourquoi Jean-Yves ne dort pas la nuit. Parce que quand on voit tout ça et quand on connaît le personnage, on comprend pourquoi il cogite. Et maintenant, on comprend encore mieux pourquoi il nous envoie des mails à 3h ou 4h du matin. C'est pas parce qu'il est à l'autre bout de la planète et qu'il y a un décalage horaire, c'est parce qu'il ne dort pas et qu'il réfléchit à tout ça. En tout cas, félicitations Jean-Yves. Et c'est un plaisir de collaborer avec toi et à tous ces projets. Alors effectivement, vous le savez depuis bien plus longtemps que moi. Moi, ça fait que 7 ans que je suis là. Pour vous, ça fait beaucoup plus. Comme on le dit, je ne vais pas vous demander depuis combien de temps, ça fait longtemps. Et vous savez depuis longtemps que la renommée et la réputation de l'Alpe d'Huez, elle est beaucoup liée à ces événements. Donc juste deux, trois flashs pour pouvoir vous expliquer et puis revenir dessus.
le Tour de France, hein, cette année, donc 31e édition, 32 fois que le Tour de France montait à l'Alpe d'Huez. Rappelez-vous, il y a une année, il est monté 2 fois, donc 31e édition, mais 32e montée. 70 ans de la première montée à l'Alpe d'Huez, hein, avec la victoire de Fausto Coppi. Donc c'était une très très belle édition. On a eu la chance que ASO et Christian Prudhomme nous donnent la date du 14 juillet. La montée de l'Alpe d'Huez, c'est mythique. L'avoir le 14 juillet, ça l'était encore plus. Depuis le 14 juillet, tout le monde me demande combien il y avait de personnes le 14 juillet pour la montée de l'Alpe d'Huez. Vous savez combien il y en avait? Est-ce que vous savez combien il y en avait? Ben moi non plus. Parce que tous ceux qui me donnent des chiffres, je leur demande comment ils ont fait et personne ne sait me dire. Donc on voit des chiffres circuler. Donc moi je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais il y en avait beaucoup. Par contre, ce que je sais, c'est l'audience TV. Tu peux passer. L'audience TV qu'on a eue, c'est l'audience TV record du Tour de France depuis 2000. Donc depuis 20 ans, on a fait jusqu'à plus de 8 millions de téléspectateurs en pointe au moment de l'arrivée. C'est juste énorme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Tour de France, c'est bien, c'est magnifique, on aime tous ça. Mais l'intérêt pour une station comme l'Alpe d'Huez du Tour de France, c'est quand il n'y a pas le Tour de France. C'est-à-dire tous ceux qui ont vu ces images et qui viennent avant, de très loin, après, pour eux aussi participer à cette montée mythique des 21 virages. Donc oui, c'est vrai, le Tour de France, comme quelques autres événements vélo sur l'Alpe d'Huez, c'est vrai que ça nous enquiquine, c'est vrai qu'on ferme les routes, c'est vrai qu'on n'arrive pas à tous garer, mais c'est ce qui fait la valeur du Tour de France et de notre notoriété, et indirectement ce qui fait aussi la valeur de votre bien. Tomorrowland Winter, bah maintenant on est tous, ou quasiment tous, fans de cet événement. Ils viennent de terminer leur édition estivale. On a fait une belle édition cet hiver. Pareil, là, hein, donc un public qui nous permet de venir renforcer une période un petit peu plus faible en fréquentation l'hiver. Et surtout, et ce qui est l'un des objectifs que nous a fixé Jean-Yves, d'augmenter la proportion de clientèle étrangère sur l'Alpe d'Huez, qu'aujourd'hui la différence entre une bonne station et une très bonne station, c'est effectivement la proportion de clientèle internationale. Et des événements comme celui-là, ça marche à tous les coups. Ils viennent de terminer leur édition estivale. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, si vous avez eu des échos. Cette année, ils avaient un week-end de plus qu'il y a 3 ans et 4 ans, puisqu'ils ont eu 2 années sans. Donc le gouvernement belge leur a donné un week-end de plus. Et là, on sait combien de personnes ils ont eu. Ils ont fait 600 000 festivaliers. 600 000 festivaliers. Donc, on est ravis de pouvoir associer notre nom à la notoriété de Tomorrowland Winter. Un petit clin d'œil sur d'autres événements, parce qu'effectivement, à l'Alpe d'Huez, il y a beaucoup de sport, mais pas que. Le Festival de films de comédie fait partie aussi des grands événements de l'hiver. Il concourt pour beaucoup à la notoriété de la station, puisque depuis quelques années, tous les films qui sont programmés à l'Alpe d'Huez pendant le Festival de films de comédie ont l'obligation, à leur sortie au cinéma, d'afficher qu'ils étaient sélectionnés ou primés à l'Alpe d'Huez, ce qui nous permet d'avoir une communication permanente tout au long de l'année, parce que la particularité de cet événement, c'est que pour être sélectionnés, les films ne doivent pas être sortis en salle. Et donc, quand ils sortent, eh bien, effectivement, ils citent qu'ils ont été sélectionnés sur l'Alpe d'Huez. Et à ce moment-là, il y a tous les interviews que peut faire la presse pendant cette période. Un clin d'œil sur quelques gros événements encore, comme le triathlon, comme Alpe d'Huez, comme la Méga-Avalanche. Effectivement, Jean-Yves l'a dit en introduction, on essaye avec nos événements de booster le début de saison, puisque le premier événement Alpe d'Huez, c'est la première semaine de juin. Cette année, il faut savoir qu'il y a 16 événements qui sont programmés sur les 3 mois de l'été. Donc 16 événements sur 3 mois, 16 événements sur 12 semaines. Ça veut dire qu'il y a un événement toutes les semaines. Ça veut dire que certaines semaines, il y a même 2 événements. Vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui étaient là en juillet, qu'on a trouvé le moyen de faire la Marmotte et la Méga-Avalanche sur le même week-end. On ne savait pas trop quoi faire de notre temps libre, donc on a cumulé les deux, comme ça c'était fait pour démarrer le mois de juillet. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Ça ne veut pas dire qu'on fait que du sport, je l'ai dit. On a déjà presque bouclé l'été prochain, puisqu'on travaille quasiment avec 1 an de décalage. Donc fin de l'été prochain, je vous l'annonce, c'est presque un scoop. Jean-Yves le sait, donc je peux le dire. On aura sur la deuxième quinzaine du mois d'août, du 19 au 29 août, donc une période qu'on souhaite soutenir un petit peu, parce qu'à partir du 20 août, la fréquentation commence à baisser, le championnat de France d'échecs. Alors oui, les échecs, c'est aussi du sport, disent certains. Moi, je ne suis pas sûr, mais bon. En tout cas, c'est une très très belle compétition. C'est 1000 compétiteurs, 9 jours de compétition. Et ils jouent tous les jours. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'élimination. Donc ils seront là pendant 2 semaines.
9 jours de compétition, ils viennent en famille, donc du 19 au 29 août. Donc ce sera un moyen aussi d'élargir et de parler à une autre clientèle familiale intéressée par l'été et qui viendra découvrir notre belle station de l'Alpe d'Huez. Voilà. Jean-Yves s'est refait la voix, il va pouvoir reprendre la parole. Merci, merci François. Je pensais pendant que tu parlais, semaine prochaine, il y a Thierry Lhermitte qui est là avec des cours d'énologie. Comment parler aux chevaux, c'est ça? D'ethnologie. D'éthologie. Donc ici, il est là, si vous êtes intéressé, allez le voir. On s'est posé quelques questions qui reviennent régulièrement. Et on s'est dit, il faut qu'on apporte des réponses avant que chacun se pose ces questions-là. Nous construisons trop de lits commerciaux. Je dirais qu'on n'a pas le choix. Si on veut tenir encore 30 ou 40 ans à un niveau économique tel que l'on a aujourd'hui, on est obligé vis-à-vis de nos remontées mécaniques, mais aussi vis-à-vis de nos commerces, d'avoir un certain nombre de lits commerciaux qui restent commerciaux durant les 30 prochaines années de façon pérenne. Et c'est pour ça que, contrairement peut-être à ce qui a été fait par le passé, on ne va pas en faire des 100 et des 1000, puisque le but est de revenir à ce qu'on avait à une époque. Seulement, ce qu'on fait, c'est que ceux qu'on construit aujourd'hui, ils sont pérennes. C'est-à-dire qu'ils ont une obligation de location, comme je vous disais tout à l'heure, dans les actes notariés. Et ça, c'est une façon d'assurer l'économie de notre station. Alors je dis 30 ans, je ne veux pas dire qu'à la 31e année, tout tombe. Hein, c'est pas ça, au contraire. D'ici là, il y aura des choses, il y en aura des PLU qui vont se recréer, des SCOT, les lois vont peut-être changer, on ne sait pas. Mais avec ce qu'on se connaît aujourd'hui, eh bien, il est préférable d'assumer et de se dire on assume les 30 prochaines années plutôt que de subir et de ne pas savoir ce qu'on va faire d'ici 4 ou 5 ans et de se dire que comme ça a été le cas par le passé, eh bien, nos biens, eh bien, gentiment, eh bien, ils baissent de valeur. Et puis, du coup, on n'a plus d'argent pour les rénover, on n'a plus d'argent pour les isoler. On se fiche des gaz à effet de serre. Et puis, finalement, eh bien, on se casse la figure. On fait 2 heures d'attente aux remontées mécaniques, comme c'était le cas aux Deux Alpes. Alors que chez nous, il n'y en a pratiquement plus d'attente, sauf pour monter à 3000. C'est notre point. Et c'est le point sur lequel il faut vraiment que l'on travaille. Pas assez de logements accessibles pour les habitants permanents, c'était valable il y a quelques années, c'est toujours valable aujourd'hui. Entre l'échappée et les clauses, on pense avoir à peu près sous la main à peu près 150 appartements à disposition de l'habitat permanent pour des gens, des jeunes et des familles qui voudraient s'installer ici de façon pérenne, avec une obligation bien sûr de résider ici. Ne pas bosser ici forcément, ils peuvent bosser à Bourg et demain avec la télécabine venir habiter ici. C'est 2 choses différentes. L'eau potable, c'est une question qui revient souvent. On me parle de l'eau potable. On me dit mais l'eau potable, est-ce qu'il y en aura assez? Bon, déjà ce qu'il faut savoir, et c'est un domaine qui est très cher à Denis Delage, l'élu environnemental du Conseil, c'est que là où on consommait 1 million de mètres cubes il y a encore une dizaine d'années, aujourd'hui, on n'est plus qu'à 700 000. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé toutes les fuites qui pourraient exister. Pas toutes. On peut encore en enlever certaines que l'on ne connaît pas. Quand on creuse, quelquefois on en découvre. Mais on a enlevé les principales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne consomme plus que 700 000. Si demain, on devait construire tous les lits de la station, on n'arrivera jamais à 1 million de mètres cubes comme par le passé. C'est la première chose qu'il faut savoir. On est vraiment en dessous. Et puis en 2018... pour être très clair, avec un arrêté qui datait de 66, on s'est remis autour de la table avec la préfecture, avec l'État, et on a signé une déclaration d'utilité publique de l'eau pour le lac Blanc, pour la gestion de l'eau du lac Blanc. On s'est même engagé à faire une chose qui n'existait pas avant, à savoir combien il restait de hauteur d'eau dans le lac tout l'hiver. Aujourd'hui, on peut vous dire que alors, les 3 dernières années, elles ont été un peu faussées avec Covid et ainsi de suite. Mais l'année dernière, par exemple, le niveau du lac Blanc, il n'a pas bougé d'un iota. C'est-à-dire, avant, on disait le niveau du lac, il baisse parce qu'on pioche dedans. Non, le niveau du lac, il ne bouge pas. Aujourd'hui, on ne touche pas à l'eau potable du lac, mais on ne touche pas non plus on ne va pas chercher de l'eau sur le lac Blanc, plus que ce qui nous est autorisé pour alimenter les retenues collinaires. Et puis, un domaine qui est, je vous parlais tout à l'heure des bâches que j'ai vues encore dernièrement sur le plateau d'Amparis. Nous, en fait, les retenues collinaires, on ne les remplit qu'au printemps.
C'est-à-dire qu'au printemps, quand on garde de l'eau en montagne, quand on sauvegarde de l'eau et qu'on la stocke, on ne gêne personne. Par contre, en ce moment-là, où c'est sec, bien, tous les alpages là, qui sont ici, ils sont alimentés par quoi, à votre avis? Par l'eau de nos retenues collinaires. On ne touche même pas au lac Blanc, on réalimente avec l'eau que l'on a stockée au mois d'avril. Un risque de saturation du domaine skiable. Le domaine skiable, on voit ce que c'est qu'un domaine skiable saturé en ce moment. On est en train de bosser sur les deux Alpes, sur un budget complètement séparé de l'Alpe. Ne vous inquiétez pas, c'est deux budgets différents. Mais sur l'Alpe, le domaine skiable, il suit l'évolution des lits. Un lit, c'est 1850 €. Lorsqu'on en fait 1000, eh bien, on fait 1000 fois 1850 €. Et là, la SATA peut mettre dans sa recette la somme en question et la dépense en fonction de ce qu'elle a envie de faire, télésiège, télémix ou tout ce qu'on veut. Donc de toute façon, le développement ne se fait qu'en fonction des lits que l'on crée, et il faut se rappeler, 1850 € par lit, c'est le plus important. La liaison avec les deux Alpes, tout à l'heure je vous parlais des 6 liaisons de Loisan. La liaison des deux Alpes, elle est toujours aujourd'hui dans ce qu'on appelle le schéma de cohérence territoriale, c'est-à-dire qu'elle est dans le PLU de Mont-de-Lan, elle est chez nous avec une étude que l'on est en train de faire, que je vous la livre. Supprimer les 3 télésièges qui vont à Auris, Alpe-Auris, les 2 qui suivent pour aller en piéton jusqu'à Auris, et faire directement une télécabine qui partirait du même départ au Berger, qui arriverait au Signal de l'Homme. L'avantage, c'est quoi? C'est que demain, avec une télécabine qui fait Auris, Signal de l'Homme, on peut rapprocher la commune d'Auris, le Signal de l'Homme, de l'Alpe d'Huez. Et on est déjà au Signal de l'Homme à un saut de puce des deux Alpes. Saut de puce qui sera important, je vous l'accorde, par-dessus une vallée qui est quand même assez haute. Mais ce sera un premier pas et ça nous permettra, nous, de faire une première partie. Mais toutes ces liaisons sont bien intégrées comme un maillage global. D'ailleurs, vous avez vu cette année, on a mis en place le Transoisan, une navette qui fait le Vernet, Venosque, toutes les 1h30, des transports aller-retour. Là, au dernier chiffre qu'on a donné, c'était 170 personnes par jour qui circulaient et qui allaient d'un domaine à un autre pour relier les deux Alpes à l'Alpe, au moins déjà par le front de neige, bien sûr avec Bourdoisan, qui est le lieu primordial du milieu. Mais nous, déjà, on a un premier pas avec le bas. Le jour où on aura une connexion vers le haut, on sera complètement connecté pour faire de notre domaine un des plus grands domaines au monde.